Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14h, peut-être un petit peu plus si nous peut, nous couvrons ça. Et on va recevoir dans un instant Luc Jean-Marie, président de l'association Nouvelle Voie, nous va parler des fruits à pain, très important pour la Guadeloupe. Marilène Ferdi, ICC News, la chronique sera avec nous il va recevoir le cinéaste martiniquais Guy Deslauriers. Un peu plus tard, Guy Lafage, notre Guy, mais lui, il va parler d'un ouvrage, Vin des Mières, son pièce théâtre Caïmaké, Assiste-toi, 1802, 1794 et 1802. On en parlera. Corinne Glandor et Bruno Lada, président de l'entrepreneur, du club entrepreneur K-Out, Simone Bastet, Boudou, et président de l'UCBT seront avec eux. Il y a un petit polémique alentour à ça. On en fera le point. Et puis, on va finir avec Alain Agam. Alain Agam a un projet pour le Sud Bastère et qui vient développer ça à côté de nous. Sinon, l'actualité, 2 mots, 4 paroles. Je cuisine à ma santé, c'est à Goyave. Charlie Dagonia était sur place. Reportage, on en parlera. On ira aussi du côté de Madame Schwarzbach, puisque sa maison a été retenue comme une des maisons importantes pour le patrimoine. Et Jeff était sur place, on va regarder, puis on ira aussi à Géothermie, c'est notre source de développement aussi que nous avons au pays là, la Guadeloupe riche, mais c'est nous qui passons à développer. Et Maurice Cessé était sur place à Bouillante, et il va nous faire un petit topo sur le site de Géothermie de Bouillante. Voilà, c'est ça l'actualité, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi en direct de Canal, en direct de RHT, la radio, et de C10 FM. Et ensemble, ben, nous allons développer tout ça. Luc Jean-Marie, bien bonjour, merci d'être venu avec nous. Nouvelle voie, où prend ballon? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Disons que situation sanitaire là, tu fait que nous t'es molli ces activités là, mais tout but est réparti. Ouais. Et combat à nous, pour le moment, c'est faire en sorte que Fouille à Pain là, eh bien, il vient, t'as tout Guadeloupéen. Affaire à toute Guadeloupéen, donc nous avons gommé pour ça. Et c'est comme ça que de plus en plus, nous avons réfléchi, pas nous tout seuls, nous avons réfléchi en collaboration avec des organismes de recherche, par exemple l'INRAE, il ne faut pas nommer, des établissements comme l'IUT, qui font bon travail aussi. Et bien entendu, nous allons descendre dans le milieu à la jeunesse, qui c'est l'éducation nationale. Oui, donc, nous allons voir la jeunesse pour montrer que nous avons un trésor, mais nous pouvons protéger, nous pouvons faire ce qu'il faut pour permettre que le pays la développe. Alors, qu'est-ce que vous avez porté pour nous? En l'habitant, d'abord, concernant l'alimentation vitamine, nous savons que c'est un aliment qui est riche en fibres, donc nous besoin ça, l'intestin besoin l'eau fibre. Il est riche aussi dans d'autres éléments, par exemple les glucides. Glucides, nous besoin ça aussi. Et pas ni gluten. Et pas ni gluten. Ah, ça, tout à fait, tout à fait. Et pas ni longtemps, en recevoir en Zambie, qui sorti, qui vient en vacances, et on était étonné d'être en dit. Eh bien, est-ce qu'un panier de produits sans gluten, parce qu'il a fait allergie au gluten, on a dit, mais ça a conforté, ça nous a dit là, ça a conforté le travail là que nous avons fait là, de manière à ce que nous protéger un certain nombre de monde qui ni allergie, qui ni difficulté à dans vie ni gluten. Vous parlez de gluten, mais ni Henri-Joseph Jeannot dit ça, c'est un aliment aussi. Richesse à glycémie à bas, bas ou bien moyen par rapport à pomme par exemple. Nous pas faire attention assez souvent à ça, mais c'est important que nous regardions composition aliments que nous allons consommer, parce que dans ce pays là nous sommes assez habités pour nous manger, boire, pour nous vivre. Mais quand vous voulez faire, il faut toujours montrer nous que ça nous a produit, il n'y a pas meilleur vétérinaire, vaut mieux nous prendre à l'autre là. C'est ça. Et j'adore, moi, pas si bateau, il doit être lié. Absolument. Alors, je dis qu'à partir de Jordan, nous, le 27. Le 27, oui. C'est l'année à Fouille à Pain là, qui j'en sais qu'il décati. Oui, alors avant, moi, je dis décati, on a dit que nous décidé de passer à notre niveau. Nous étions habitués à faire une journée comme ça. La fête du fruit à pain. Mais là, nous constatons avec les indicateurs, ça a progressé, en lot. Et présence à Monadan, manifestation que nous avons organisée qui a prouvé ça.
Et aussi, manœuvre que nous avons porté pour créer des entreprises, si vous y avez là, c'est des indications, des indicateurs qui permettent nous de voir que ça a progressé, mentalité à monde qui a changé, et de fouiller à pain, manger à cochon, finalement, nous n'y fouiller à pain, il paraît à ici la table de grand jour. Ouais. Alors, donc on sera là concrètement, nous avons présenté toute action que nous avons menée en l'année 2023 là, même en 2024, il peut va dépasser. Et en fait, important, c'est que nous avons essayé de toucher sensible à la jeunesse là, sensible à la population là. C'est pour ça que nous, avec collaboration d'un artiste guadeloupéen qui c'est Saint-Célie, Richard Saint-Célie, oui. Nous avons proposé à la population là en mascotte. Et nous pouvons dire puisque c'est cette mascotte-là, mais nous avons souhaité que le maximum de monde vienne voir et qu'on nous compte que c'est important et fournir des éléments comme ça qui ont touché sensible à nous pour faire que Fouilla Plein là continue décoller, continue à être devant. Oui. Alors ça c'est en partie, mais nous nous aussi c'est que ça nous a créé le projet Fouilla Plein. Oui. Parce que nous avons pensé mordicus que Fouilla Plein là son voie de développement économique. Ça peut permettre que la Guadeloupe développe un certain nombre d'emplois. Le Fouilla Plein peut porter contribution à un domaine là. Ça. Par exemple, dans qui domaine? Par exemple, en cas voler la gage. Ouais. Et puis Fouilla Plein, nous, c'est 20-25 mètres. Hein. Ouais. Ou pas en état pour un Fouilla Plein. On va voir, on va garder. On ne peut pas prendre. Donc, et en l'autre côté comme ça, hein, c'est la plupart des côtés, c'est comme ça. Donc, nous avons pensé que nous pouvons créer des petits l'école de formation, des petits ateliers, permettre que ces jeunes d'abord apprennent à tailler. Et ils aussi, ils peuvent répercuter ça dans la population là. Et ils peuvent monter des petites structures qui ne pas forcément coûter cher. Et ils peuvent porter en revenu pour qu'ils puissent vivre. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est existence les agrotransformateurs. Ouais. De plus en plus, nous avons fait farine à Fouilla Plein à Kazayo. Vous apprenez ni Bokit à Fouilla Plein. Ni Bokit à Fouilla Plein. Tout près nous là, ni Colette Chico, on a profité saluer, voyons, un gros fausse bail. Colette d'ailleurs qui recevoir en haute distinction dans le domaine de ça, et qui a fait Bokit et bien d'autres bité à base à Fouilla Plein. Et lui-même, en table ronde, nous te fait, il dit nous que le problème c'est probablement approvisionnement. C'est question là de poser. Est-ce qu'il y a assez prix? Est-ce qu'il y a assez? C'est ça le problème à nous. Disons que son sujet que nous avons proposé dans le projet Fouilla Plein là, mon agro-transformateur là, il n'est pas nécessairement obligé à y ramasser Fouilla Plein. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est produit à l'entreprise. Ouais. Donc, par conséquent, si nous organisons collecte là, nous facilitons tâches à Mounassa, cuisinier là, restaurant là, etc. Donc, nous avons d'autres possibilités, c'est organiser la collecte. Là aussi, on peut mettre en place des petits organismes, des jeunes peuvent monter des entreprises ailleurs, qui ramassent Fouilla Plein, etc. Donc, c'est une possibilité aussi qui a fait que nous dit que c'est que Fouilla Plein là, son développement économique pour le pays là. Ça, c'est des exemples qu'il y a, mais il y a une série d'autres que nous pouvons trouver. Voilà, en tout cas, en offre que Tamboula, il fait thé urinaire, il fait un bois Fouilla Plein. Ouais. Donc, c'est possible que bois là, nous travaillons bois là et fait ça qu'il faut pour permettre que nous développer côté là ça. Pas oublier qu'en temps que nous pas vrai, des pirogues, des bateaux, des cafés avec bois Fouilla Plein aussi. Pourquoi nous ne pouvons pas reprendre ces traditions là ça? Pour moi, c'est des éléments que nous devons analyser et nous devons mettre en place. Et il y a question de ça, autre là, en salle de fête matin, nous avons examiné ça à la loupe avec des spécialistes, que nous en intervenant qui travaillent sur ça. D'ailleurs, qui travaillent sur ça avec nous, dans un séminaire que nous avons fait depuis en 2019.
et il a quelques idées qui étaient faites, que nous t'a proposé dans ces différents ateliers-là, que nous t'a proposé là. Mais alors, quand même, quand même, faut dire, faut mon arrêter de penser que fouiller à pincer pour cochon. Ah, absolument. Ça me tient fondal parce que vous savez, dans la cantine à Timoun, il n'y a pas accès, il n'y a pas accès à Timoun fouiller à pain encore. Absolument, absolument. Ouais. Et c'est pour ça que nous pensons que faut nous travailler en étroite collaboration avec les cantines, la restauration scolaire, notamment avec les maires, parce que c'est les maires qui sont responsables à les cantines. Donc, il faut nous dire ces maires-là, et c'est ça nous en train de faire. Eh bien, il y a une possibilité que nous développions ça, que nous changions l'idée à Timon, c'est ça. Eh bien, il faut nous bailler manger. Oui. Et c'est pour ça que dans l'année-là, c'est une des actions que nous avons menées. Il faut, dans les différentes restaurations scolaires, il faut programmer en jour ni fouille à pain dans le menu là. Alors, seulement, réponse à ces mails-là, à une des mails que nous contactés, il était qu'à dire, ouais, mais personnel là, si vous baillez 3 fouilles à pain pour y picher, il y a des difficultés. La mentalité a changé. Donc, il n'y a pas envie de mettre qu'à pencher, qu'à picher fouille à pain éternellement. Alors là aussi, nous penchons nous ces questions-là, ça aussi, il faut vivre et temps. Et nous sommes en relation. Et nous reprenons en relation là, nous avons un lycée qui Charles Coffin, où nous avons une section à élèves, à des établissements là qui travaillent sur les outils. Ensemble, lycée agricole même bitin. Donc, nous, quand ils prennent contact avec ces établissements-là, ça pour nous voir qui outils. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, on a rappelé que chantait nous à Sainte-Anne, pour ne pas nommer, et chantait Goka, non. Esnao? Non, pas Esnao. Alors, à Kébano, tout à l'heure, ils font des outils, ils ont crié soulagement. Alors, soulagement, ça belle tout le monde. Par contre, il ne peut pas appliquer Fouillapin là, il a tranché. Il a tranché Fouillapin là, a trouvé ça très bien. Ouais. Et c'est eux qui créent les outils à eux-mêmes. Mais d'ailleurs, nous avons demandé breveté de manière à ce qu'ils proposent mon nez. Au moins, ça, ils nous le méritent de trancher Fouillapin là, sans blessure. Ouais. Donc, ça, c'est au niveau des outils. Il faut nous rappeler aussi que peut-être en Guadeloupe, il peut exister. Mais nous savons que nous avons un chef d'entreprise qui voyageait, qui était découvert un outil qui était présenté en 2015. C'est Pio, docteur Pio, qui était pour monter justement une entreprise à flocons à Fouillapin. Alors, nous ne savons pas qui point projet là, ça y est. Mais il était en possession d'une machine qui permet de picher Fouillapin là. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des éléments nous doivent prendre, faut nous penser en compte parce que situation là nous pas même bitin qui à l'année cannelle. Alors nous notre bitin aussi puisque on a parlé de restauration dans les cantines bâtiments mais fouille à peignon logeant pour manger fouille à peignon. Absolument. On croit fouille à peignon sans qui on a dit blé et puis donc on arrive. Ah non, il y a un paquet de gens. Eddie Babel font le limon là ça. Voilà, et on a félicité Eddie Babel. Eddie Babel nous a travaillé puis aussi il est présent dans toutes les fêtes à fouille à pain qu'elle nous a organisé. Et Eddie font un travail terrible. Il réussit à mettre assis un livre, en série de recettes. Ah ouais, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et nous n'avons pas un effort à faire. Donc, il prend le livre là. On peut manger fouille avec tout le monde. Mais bien sûr. Et il pas qui dit, c'est une association liane. Bon, il n'est peut-être pas en lot en activité, mais ils font très bel livre aussi sur les recettes. Et ils jouent ça un petit peu plus loin. Et il y aura ici histoire, fouille à pain, etc. Et c'est très bon. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qu'a fait. Si fouille à pain, pour les menus, si histoire, fouille à pain. Et aussi si capacité à fouille à pain là de faire nous vivre. Nous avons des jeunes qui font thèse de ça. Qui en France allait, d'ailleurs pour entrer, c'est en Martinique, mais qui vivent ici, et c'est des chercheurs INRAE qui étaient responsables à la thèse là, ça, avec étudiantes là, ça, c'est à Kiba, tout à l'heure, et nous étions en contact avec pas ni très longtemps.
Donc, si vous voulez, on a travail qu'a fait alentour à Fouillapin là. Moun qui prend petit à petit goût à planter, goût à manger aussi, hein, parce que, comme on t'a dit, les plats, pas rien qui Fouillapin, goût sel, etc. Donc, moun qui a trouvé contact là-dedans et on a trouvé ça bon, justement. Pour nous, c'est un bon élément, une bonne étape, et ça va permettre nous dire que nous allons de l'avant. Il faut nous continuer en ce sens-là. Ça. Alors, ni contre là, on soit là, mais ça, je le cas avant la fête du Fouillapin, est-ce qu'il est fait quand même? Absolument, absolument. On a bien dit ça, on a rappelé, parce que nous, on a pensé peut-être que c'est la fête du Fouillapin. Non. C'est l'année du Fouillapin et la fête du Fouillapin. Il y a dans le programme d'action que nous avons dans l'année du Fouillapin. D'ailleurs, pour nous, on a un détail qui est fait le 23 juillet. D'accord. Et qui est fait le 23 juillet. Donc, pas ni problème. Les fêtes à Fouillapin là, ça qui est fait réellement en temps aïe. Mais nous avons une série d'actions qui est faite avant. Et nous avons qui a été aussi, c'est probablement plantation à Fouillapin. Très important. Et objectif là, c'est bas plusieurs établissements en pied Fouillapin pour y planter. Et bien sûr, alentour à ça, qu'il y a des activités pédagogiques pour faire, si on accompagne en Fouillapin, ça y peut faire avec, etc. Donc, c'est tout travail là, ça, nous avons fait dans l'année là, ça. Et on te voulait dire aussi que les médias ont un rôle important à jouer. Hein. Ah ben oui. Et nous avons prévoir, et nous avons ça à négocier avec les médias, télé, radio, etc. Un événement que nous avons créé, l'instant Fouillapin dans les médias. Très important. Pour le peuple qui nous attend, soit en recette, soit en travail qui fait alentour en Fouillapin. Par exemple, Kassabay, recherche participative là que nous mettons en place, à qui pour inviter à y Olaïni Fouillapin en Guadeloupe, en telle période. Ça, c'est un travail d'éducation et c'est important pour le peuple nous bien comprendre. Sinon, si vous voyez le peuple, pas qu'à suivre dans ça, oui. Non, mais on croit que ça, ce qu'on fait là, c'est un travail extraordinairement important. Absolument. Pour le pays là. Pour pays là. Développement un pays là, pour manger un pays là. Et aussi au niveau du travail, puisque ça, quand on dit ça peut créer un outil de travail à côté. Il ne faut pas nous oublier que nous sommes dans l'ère de la souveraineté alimentaire. Nous ne pouvons pas parler l'eau de ça. Mais concrètement, il faut faire. Si nous sommes d'accord avec ça, on fait. Et on a pensé que c'est comme ça que nous pouvons arriver. Et c'est comme ça que nous pouvons faire le peuple bien ni confiance dans ça, nous ni dans le pays là. Mais Luc, nous avons dit merci, de toute façon, c'est la dernière fois où vous venez. Ah non, absolument. Alors, si vous pouvez permettre, quand même, vous l'avez dit, que nous sommes des partenaires qui soutiennent nous, c'est les collectivités, comme la ville Mantin, là, la commune Mantin. Ah, nous avons bien pour dire si, mais la Mantin quand même. Ah, d'accord. Ah là. Attends, on veut dire que maire Mantin sorti, c'est le président de l'association des maires d'ailleurs, il sorti en Afrique par longtemps, en Côte d'Ivoire. Et il est emballé par un projet de boucantage, connaissance en Guadeloupéen, si Fouillapin, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un travail que nous avons mené veille. Et probablement, nous avons fait que les descendent en Guadeloupe. Oui, les Ivoiriens qui viennent voir. Ah oui, qui viennent voir quand ils ont fait. Et en échange, il faut nous garder aussi quand ils ont fait. Quand ils veulent voter, son boucantage. Ah oui, il faut faire un boucantage. Et c'est 50-50. Oui. Ok, mais bon, il faut ça. Oui, absolument. Ben, Luc, merci d'avenir. Comme on dit, nous avons l'occasion de vous la parole. Absolument. Et tout en l'année là, puisque c'est l'année à Fouillapin. Ah, c'est l'année à Fouillapin. Donc, vous prenez des rendez-vous réguliers. L'année à Fouillapin, c'est nous qui lançons, mais c'est à tout Guadeloupéen. Absolument. D'accord, ok. Merci en tout cas, merci Canal 10. Merci, Dani. Bon, alors, nous quand on vient dans l'actualité, c'est Je cuisine ma santé à Goyave. C'est Charlie Dagonia qui est là, beau matin là. Sujet là, Paris. Oui. Non, il va pas Paris. Nous peut-être à côté Choisebois, plutôt en attendant, toujours à Goyave, avec Jeff. Ouais, mais c'est non plus bon Paris? Ben oui.
Donc c'est très important et le respect. Et le suivi aussi des nouveaux projets, parce que là on a attaqué, il y a 3 fourrages en cours. Il y a déjà un qui est à 1200 mètres qu'on vient de terminer, et là on est sur le deuxième on est aux alentours de 300 mètres, et on va aller jusqu'à 500 mètres, et puis il y a un troisième qui va descendre à 1800 et quelques mètres. Donc des projets, il y en a, et puis il y a aussi, on vient d'avoir l'autorisation pour démarrer une nouvelle centrale de 11 MW, donc qui ferait passer notre production actuellement de 15 MW à 25-26 MW. Donc, ce qui ferait aux alentours au jour d'aujourd'hui, on produit à peu près 7% de l'électricité de la Guadeloupe, ce qui ferait monter aux alentours de 12-13%. Voilà. Oui, alors, pour la Guadeloupe, parce que les spectateurs qui entendent et qui vous écoutent, qu'est-ce que ça peut apporter aux Guadeloupéens en clair? Ben, déjà, ça permet aux Guadeloupéens, aux jeunes et moins jeunes, de travailler. Alors, par exemple, depuis l'arrivée d'Ormat en 2016, on est passé de 17 à 23, 24 personnes. Là, on va embaucher une dizaine de personnes en plus par rapport au nouveau projet de forage et de la nouvelle centrale, donc qui permettrait d'embaucher des jeunes, et en général des jeunes Guadeloupéens ou ceux qui ont l'habitude de travailler en tant qu'intérimaires, qui seront prioritaires par rapport aux autres, bien sûr. On pourrait aller vers une indépendance énergétique de la Guadeloupe avec une telle structure? Alors, ce qui est bien avec la géothermie, c'est qu'on est stable sur le réseau. Donc, EDF est très friand par notre production, puisqu'on ne rend pas instable le réseau, contrairement aux photovoltaïques et aux éoliennes. Donc, oui, en passant de 7% à 12-13%, oui, EDF est preneur, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'on est 24 heures sur 24 disponible sur le réseau. Alors, contrairement au soleil, contrairement au vent, donc s'il y en a, ça tourne, s'il n'y en a pas, ça ne tourne pas. Voilà. Là où nous nous trouvons, c'est une structure qui fait partie du privé. Oui, c'est privé. C'est privé depuis 2016. On a été racheté par un groupe qui est Ormat, qui est numéro 1 en géothermie. Donc, ce sont des gens qui connaissent parfaitement. Donc, ils maîtrisent que ça soit le forage, que ça soit la conception, le design des installations, c'est-à-dire turbines, alternateurs. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour la nouvelle centrale. Donc, c'est eux qui au niveau conception et design. Et donc, après, il n'y aura plus qu'à mettre ça en place quand ça sera construit, soit aux États-Unis ou soit une partie aussi en Israël. Et voilà. Voilà, on retourne sur le plateau et on va continuer avec la CNBT. La CNBT, c'était ce matin. Le rendez-vous a été pris à la cuisine de Goyave et c'est Charline Dagounien qui était sur place. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes à Goyave pour une seconde opération de distribution de paniers alimentaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de l'appel à projet, du plan de lutte contre la pauvreté lancé par l'État. Nous avons déjà procédé à une première opération de distribution suite au passage de la tempête Fiona, suite au constat dressé par le maire de la commune de Goyave, Ferdi Louisi, et par la volonté du président Guy Losbar de soutenir les administrés de la ville de Goyave. Donc nous sommes ici pour une seconde opération de 50 paniers supplémentaires. Ce sont des paniers alimentaires bio, certifiés bio et à haute qualité environnementale. C'est une opération que la ville de Goyave considère comme étant importante parce que les sinistrés de la ville ont eu beaucoup de difficultés et doivent encore acheter des choses pour leur maison, etc. Donc ça, c'est un soutien. Là, c'est un soutien avec des produits frais. Et je crois qu'il y a lieu encore de les soutenir, de soutenir les sinistrés. Cette initiative de la CNBT est une bonne initiative. Le bio, c'est pour effectivement soutenir l'action également des agriculteurs du territoire qui se sont inscrits dans cette démarche. Ça permet également d'offrir à ces familles la possibilité d'avoir accès à des produits qui sont souvent plus onéreux que les autres. Et c'est une façon également de maintenir leur santé dans un cadre qui est quand même contraint. Puisqu'il y a des frais qui s'ajoutent une fois qu'on est sinistré, il y a forcément du relogement, il y a forcément des frais supplémentaires. Donc c'est une action de soutien, de solidarité qui est portée par la CNBT en collaboration avec la SICA Canière UDK qui se porte toujours volontaire pour ce genre d'opération. Moi j'ai regardé, j'ai fait la curieuse
Et il y a des ananas, il y a du camanioc déjà épluché et sous vide. Il y a des giromons, figues pommes, concombres. En tout cas, les produits alimentaires du terroir. Beaucoup de remerciements à la commune, à tous ceux à la population, à tous ceux qui ont aidé les sinistrés. Et j'étais très surprise d'ailleurs de toute l'aide qui a été mise en place. Je tiens à remercier. Beaucoup de remerciements. Oui, un vrai effort qui est fait en matière de bio aujourd'hui, puisqu'il faut nous manger de plus en plus bio. Et c'était important de voir ce petit reportage de Goyave. On reviendra tout à l'heure à Goyave pour parler de la maison de Schwarzbart, maison patrimoniale, mais tout de suite après la pause. C'est parti. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Nos invités sont là, les invités de la deuxième partie. On salue d'abord la dame, Marie-Hélène Ferdi, bonjour. Alors la dame dit bonjour. Non, mais la dame dit bonjour. Bon, on salue les hommes. Guy Lafage, bonjour. Auteur, d'abord, non, on va commencer par là. L'impossible procès sur les événements de 1067 qui a fait l'objet d'une pièce. On attend le film. Et Vendémiaire sur mai-octobre 1801 et 1794. Enfin, c'est une pièce historique très importante. On en parlera tout à l'heure. Et puis, on reçoit aussi un cinéaste connu. Puis il a fait, je vais citer, alors je ne suis pas dans l'ordre. Hein. Alors, il y a Ali Kerr que j'ai vu. Le passage du milieu que j'ai vu aussi à l'époque avec mes élèves quand j'étais prof. Begin. J'ai vu le film sur la Begin aussi. Exact. Qu'est-ce que j'ai raté? L'exil de Béhanzin, ça c'est plus ancien. Ah oui, l'exil de Béhanzin, oui, l'exil de Béhanzin. Et puis il y a des documentaires, une dizaine de documentaires. Bon, c'est quelqu'un de connu dans le milieu. Et je me souviens même, il va me le rappeler avant que je donne la parole à Marie-Hélène. Oui, parce que là, la chronique. Non, je fais la chronique. Tu fais la chronique. Tu as déjà gâché ma chronique. Non, c'est juste une seule petite question. Ah là, ça en a fait 3 déjà. Ça fait 3 et la chronique n'a pas commencé. Bon, je ne dis plus rien. Ah oui, c'est bien. Bon, allez, générique, c'est parti. C'est prêt? Oui? Bon, voilà. On va commencer ICC News, comme tous les vendredis, avec Marie-Hélène qui reçoit donc M. Guy Deslauriers. Voilà. Qui mérite ses lauriers d'ailleurs. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Voilà. Chronique qui démarre. La chronique qui démarre. Enfin. Parce qu'on a commencé par la fin sans le début. Oui. Parce que pour les téléspectateurs qui nous connaissent, ils savent toujours qu'on commence par présenter notre invité. Oui. On pensait faire un quiz, donc c'est fini, le quiz c'est mort. Ah, mais vous avez pas lu votre script, monsieur Non, j'ai pas le eu le temps, journaliste. j'ai pas eu le Ah ben temps. voilà. Il faut savoir que quand on fait une émission, on a un script, donc je dis ça pour nos téléspectateurs, Oui. que le journaliste est censé lire en amont. Oui. Et j'avais l'intention de faire un petit quiz pour nos téléspectateurs. Il n'est pas trop tard, pour il n'est pas qu'ils trop puissent tard. On leur fait deviner gagner des tickets de cinéma. Et ce monsieur, puisque quand même on reçoit pas n'importe qui, donc c'est c'est un vrai. réalisateur de renommée internationale. Alors on va revenir un peu sur son enfance. Alors Tout à c'est un fait. peu mort pour le quiz, mais c'est pas très grave. On le fera à la fin. Voilà. Et donc voilà, j'ai l'histoire d'enfoncer le couteau dans la plaie. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est ce réalisateur, donc Guy Deslauriers. Il faut savoir qu'il est tombé amoureux du cinéma depuis sa tendre enfance. Depuis son plus jeune âge. Donc il est passé par le lycée Schellcher de Fort-de-France, et parallèlement à ses études secondaires, il s'est inscrit dans les ateliers du célèbre Cermac du cinéma, et où il a pu assouvir sa soif et sa passion de cinéma. Et comme tous les jeunes Martiniquais de son époque, de la Guadeloupe aussi d'ailleurs, une fois son bac en poche, il partit poursuivre ses études à l'ECPA, donc qui était une école spécialisée dans le cinéma, ce qui lui a permis de faire plusieurs stages dans la réalisation, d'assister à des tournages. Et ensuite, par la suite, en 1982,
eh bien, il est recruté en tant qu'assistant dans la mise en scène, pas n'importe quel film, mais La rue Cazenègre, mais de la cinéaste et réalisatrice et oscarisée, rien que ça, Eusanne Palsy. Et donc, je peux dire que pour lui, cette expérience a été une porte, ça a été une porte d'entrée, il va nous dire, ça a été une véritable carte de visite dans le monde du cinéma. Donc, il a participé à plusieurs films, dont Chronique d'une mort annoncée, très connu. Ça vous dit quelque chose? Non, je dis plus rien. Vous êtes vexé? Oh, il est vexé, le monsieur. Le caviar rouge, mais non, Chronique d'une mort annoncée, ça vous dit quelque chose quand même, vous, le féru de cinéma, non? Non, bon, ben, monsieur Guy Deslauriers va éclairer notre antenne. Stand de tir, plaisir d'amour. Et logiquement, là, vous devez me dire, mais à quel moment il a démarré sa carrière, en fait, quand il son premier film? Voilà. Non, alors ensuite, il a démarré sa carrière, son premier film, comme beaucoup de cinéastes, par un court-métrage, voilà, qui très bien, qui propos, et qui lança sa carrière. Donc après, ça a enchaîné. Donc il a fait plusieurs documentaires, comme il expliquait, qui sont passés à la télévision, dont un qui a retenu notre attention. Donc c'est un documentaire qui a pour but de présenter le portrait d'Édouard Glissant, qui n'est plus à présenter. Et donc il faut savoir qu'il a réalisé ce projet avec sa société de production Créole Production. Ensuite, il réalise L'exil du roi Bianzin d'après un scénario de Patrick Chamoiseau. Oui, rien que ça. Et il faut savoir que ce film a eu plusieurs prix au niveau international. Et en fait, mon préféré, Le Passager du milieu, qui est un film sur la traite négrière. Et pourquoi? Alors, il faut savoir que ce film aussi a été sélectionné dans 2 festivals. Et là, c'est pas n'importe quoi. Et là, on va faire un petit quiz. Ne regardez plus votre papier, monsieur Zodrodis, voilà. Donc, il y a eu le festival de Toronto, au Canada. Et il y a un deuxième festival. Alors, on commence le quiz. C'est un festival qui est aux États-Unis, donc qui a été créé en 1985, festival de films indépendants, par un acteur célèbre qui a fait tourner la tête de toutes les femmes. Il était blond. Vous avez un nom à me donner? Pardon? Y compris la vôtre. Ah ouais, moi petite, là, j'étais fan. Je me dormais avec... Ah ouais, je vous assure, moi, j'étais fan. Donc, Robert... Cassidy. Oh mon Dieu, je suis désespérée. Monsieur Deslauriers, je suis désespérée aujourd'hui. Robert Redford. Oui, Robert Redford. Est-ce que ça vous entendez? Sélectionné au festival Sundance. Et mon rêve à moi, c'est un jour de pouvoir aller à ce festival. Voilà. Ou d'inviter Robert Redford. Non, mais je préfère aller le voir, ça ne me dérange pas trop. Et donc, après, mais c'est pas fini. Donc, on a connu ce documentaire Begin, donc ce documentaire musical. Et ensuite, le film historique Aliker, dont vous allez nous dire 2 mots, parce que je pense que vous savez qui est monsieur Aliker. Quand même, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque bon, en Martinique, c'est quelqu'un de très connu, en Guadeloupe, oui, il a été rédacteur du journal du Parti communiste martiniquais, Justice. Et il a été assassiné. On l'a trouvé mort sur une plage une fois. Au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est un béquet qui l'a assassiné, mais ça n'a jamais été réellement prouvé. Et le film faisait un petit peu l'histoire de Aliker. Et Aliker avait un frère qui est mort récemment. Il était centenaire, je crois. Il est mort à 103 ans et il a été pendant plus d'un demi-siècle l'adjoint d'Aimé Césaire à la mairie de Fort-de-France. D'une certaine manière, à sa manière, il a repris le combat de son frère. Donc voilà, en Martinique, c'est une mémoire vivante. En Guadeloupe, je pense qu'on connaît un peu moins. Et donc, le film, il était en projection hier au festival, au FEMI. Et donc, il faut savoir que Guy Deslauriers est parmi nous, et je remercie pour ça Guillaume Robillard et le FEMI et toute son équipe, puisque c'est l'invité d'honneur. Et d'ailleurs, ce matin, du 27e festival FEMI, qui se déroule maintenant et qui se termine dimanche, donc profitez pour y aller au ciné-théâtre. Et ce matin, et donc, à sa demande, et je tiens à signaler gratuitement, il a rencontré des élèves pour parler de ces films. Et moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, cet exercice, comment les jeunes ont réagi. Voilà. Question. La séance s'est faite, c'était une projection débat, donc très très bien. En fait, les élèves ont découvert cette histoire, ce moment de la vie d'Aimé Césaire que très très peu de gens connaissent, et c'est ce qui nous a intéressé dans ce documentaire, en fait documentaire que nous avions fait à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition de ce grand homme.
les élèves ont découvert donc ce moment de la vie d'Aimé Césaire qui se passe dans les années 1950-56 très précisément, l'aboutissement de ce moment de la vie qu'on raconte. Et c'est le moment où Aimé Césaire donc claque la porte du Parti communiste français, parti communiste dont il a été un membre éminent aux côtés de Louis Aragon. Voilà. Donc les élèves, nos jeunes élèves de 5e, 4e ont découvert cette histoire avec beaucoup d'intérêt, ont été pour certains choqués par la force des histoires, parce que l'idée c'est à travers ce documentaire de raconter comment dirais-je, une confrontation poétique, mais aussi une confrontation politique, puisqu'Aimé Césaire, dans ce moment-là de sa vie, reproche au Parti communiste de ne pas être le parti qu'il doit être, surtout pour les populations, les peuples dont lui, Aimé Césaire, est issu. Donc, en fait, les élèves découvrent ça avec beaucoup d'intérêt, et il y a eu énormément de questions. Les échanges ont été très, comment dirais-je, très, très riches, et j'ai été, moi, surpris de voir, contrairement à ce que je pensais, à quel point les élèves peuvent entrer dans les moments sombres, dans les non-dits de cette histoire, parce que un certain nombre de questions, en fait, qui venaient dans les débats sont des questions généralement qui viennent aux personnes averties, avisées à la fois de l'histoire du Parti communiste, de l'histoire de la confrontation littéraire, des grands thèmes littéraires de l'écriture d'Aimé Césaire, etc. Donc, des échanges très très riches, et les professeurs donc qui accompagnaient les élèves étaient eux-mêmes extrêmement sensibles, contents, heureux de cet échange. Et je pense que l'exploitation en fait à la fois de l'histoire, donc de l'histoire d'Aimé Césaire, mais aussi de ce moment de l'histoire du Parti communiste, qui est aussi un moment de l'histoire de la France et du monde en fait, où le système colonial vole en éclats, c'est-à-dire comme en 56, au moment où se passent ces événements, il y a aussi le congrès des écrivains et des artistes noirs à Paris, auquel Césaire participe de manière très très forte, et ça c'est une espèce de déclencheur qui va ouvrir la voie aux décolonisations sur le continent africain, en Asie, etc., etc. Et ça, en fait, les élèves ont été extrêmement sensibles à ça. Il y a eu énormément de questions pertinentes sur ce moment des décolonisations, des indépendances, etc. Alors, moi, je peux continuer une question? Oui. J'ai une autre question pour vous. Alors, il faut savoir qu'en Guadeloupe, donc Cocorico, la Guadeloupe, on a un pôle audiovisuel. Donc, je ne sais pas si vous le savez, où on forme des techniciens audiovisuels au lycée de Pointe-Noire, BTS. Mais en plus de ça, on a un incubateur où aussi on forme des scénaristes. Et donc là, cette année, alors ça fait la 2e promotion, que des femmes, hein, que des femmes. Cette année, on a 3 jeunes dames et qui ont cette envie, donc elles écrivent leur scénario, c'est pour des séries, mais aussi de passer à la réalisation, dont une jeune fille qui a en préparation un projet de série historique et qui a fait une école de cinéma et qui, elle aussi, aimerait aussi pouvoir réaliser. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil à cette nouvelle génération, hein, ou de femmes, c'est vrai que c'est des femmes, qui veulent se lancer dans la réalisation. Comment on fait là, ce passage de l'écriture de scénario quand on n'a jamais réalisé à la réalisation? Alors, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Je pense qu'il faut de la détermination et de la persévérance. Enfin, si je m'en tiens à mon expérience, si je regarde en arrière, moi, c'est comme ça que j'ai cheminé. C'est-à-dire que lorsque je suis sorti de ma période de formation et d'assistanat sur les films de d'autres réalisateurs, d'autres réalisatrices, et que j'ai décidé d'y aller moi-même, voilà, j'ai eu mon premier scénario entre les mains. J'ai eu la chance qu'il soit écrit par Ina Césaire. Et voilà, et mon scénario sur le bras, j'ai commencé à frapper à toutes les portes. Parce que la réalité, en fait, c'est que lorsqu'on veut passer à la production, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, faut aller le trouver, faut aller le chercher, faut le trouver là où il est.
Et ça, je sais que plus d'un jeune qui commence baisse les bras assez rapidement parce que c'est vrai que c'est compliqué, les portes ne s'ouvrent pas toujours. Donc moi, j'encourage, le premier encouragement que je donne aux jeunes, à ceux qui veulent commencer, c'est d'avoir de la persévérance, d'avoir de la détermination et surtout de ne jamais renoncer. Alors moi, j'ai vu dans votre parcours quand même que quand vous avez fini, vous et beaucoup d'autres réalisateurs, vous avez commencé par travailler sur d'autres projets. Est-ce qu'aussi on peut leur donner ce conseil avant peut-être de travailler sur son projet déjà, vouloir faire son projet, mais commencer déjà par se faire connaître en travaillant, en collaborant sur d'autres projets. Ça peut être aussi une piste? Oui, alors travailler sur d'autres projets, je dirais que c'est formateur. À la fois, ça permet dans ce temps où on veut monter son premier projet, son propre projet, ça permet, c'est une manière de pouvoir tenir, parce que en travaillant sur le projet des autres, donc on travaille, on a un salaire, on a de quoi vivre, et on peut tenir et continuer à se battre. Mais l'intérêt aussi du travail sur les autres projets, lorsqu'on débute, c'est qu'on apprend énormément. C'est une école formidable. Et j'ai même envie de dire, et il n'y a vraiment absolument aucun dénigrement vis-à-vis des centres de formation, des écoles de formation, etc., que ça peut même être une école encore plus formatrice, plus fortement formatrice que les écoles, parce qu'on est tout de suite dans le concret. On est moins dans la théorie, on est tout de suite dans le concret. Et moi, si je m'en réfère à mon expérience, moi, j'ai énormément appris sur les films des autres sur lesquels j'ai été tantôt assistant réalisateur, tantôt régisseur. C'est très très formateur parce qu'on regarde les autres travailler, on est au plus près. Et moi j'avais une grande curiosité du plateau, on est au plus près donc des techniciens, d'un directeur de la photo, d'un ingénieur du son, de la réalisatrice, de la script. Et on peut à la fois faire son travail d'assistance, sur quoi on est payé, et observer, scruter ce qui se passe sur le plateau et apprendre et emmagasiner énormément de choses. Et pour moi, ça a été une école, une forme, un moyen de formation extrêmement efficace et rapide. Vous avez d'autres questions? Non, je crois. Non, juste le prochain, c'est quoi le prochain film? Alors, le prochain film, il y a deux choses en chantier. Il y a une série documentaire sur l'histoire du patrimoine culinaire, 8 fois 52 minutes. C'est en cours. Le premier épisode est tourné, réalisé. Il va être en diffusion bientôt. C'est la créolisation à travers la cuisine. Oui. Et le projet de long métrage s'intitule Les 664 du Leusden. C'est l'histoire d'un bateau négrier qui fait naufrage en 1738 au large des côtes de la Guyane. Et au moment du naufrage, le capitaine décide d'évacuer le bateau. Décide que son équipage va évacuer le bateau avec les biens précieux, le coffre d'or qui est à bord. Et en même temps qu'il décide l'évacuation du bateau, il fait condamner les écoutilles et il condamne à mort les 664 esclaves qui sont dans l'entrepont. N'hésitez pas à venir nous présenter ça en Guadeloupe quand ils seront faits. Avec grand plaisir. Venir à la chronique de Madame Alors moi, je voulais aussi... le campus, on a dit, c'est une chronique, c'est un incubateur, mais c'est aussi un ensemble de formations, le pôle audiovisuel, notamment au lycée de Pointe-Noire, mais aussi, on reçoit aussi des bénévoles. Alors, on a une jeune bénévole qui est du lycée de Bainbridge, elle s'appelle Camille. Et donc, Camille, je l'ai invitée à l'ouverture. Et donc, elle nous a fait un petit montage vidéo que j'espère qu'on pourra voir à l'écran. Donc, voilà. Donc, si on pourrait le repasser, oui. Elle nous l'a fait en chrono montre en main 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Voilà. Du 25 au 29 janvier, au cinéma de la Matin, des projections à 18h et 20h tous les jours.
Camille, elle est, voilà, merci Camille. Et puis bon, à chaque fin de chronique, on aura comme ça des petites vidéos que Camille va nous offrir. Ce sont des petites capsules. Ce sont des petites capsules Ok. qu'elle a. Ben, merci. Voilà, ben, on quitte le domaine du cinéma, mais on va pas trop loin s'éloigner de la mise en scène, puisqu'on va parler de théâtre avec Guy Lafage. Alors, je rappelle que Guy avait sorti il y a quelques années L'impossible procès, qui a fait l'objet d'une pièce. On va pas revenir sur toute la polémique, mais enfin bon, faut pas m'en oublier quand même que c'est vous qui maquillez. Et donc là, il sort une nouvelle pièce, Vendémiaire. Vendémiaire, pardon, Oui. sur la période d'octobre 1801, qui est devenue en Guadeloupe une date historique, parce que, entre guillemets, c'est la première indépendance de la Guadeloupe. Oui. Si on peut dire ça comme ça. Alors, la première chose que j'ai remarqué en lisant cette œuvre, c'est que il y a des participants au combat guadeloupéen contre l'esclavage, dont on parle en général, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas des bons côtés. Alors, j'ai parlé de Codou, de ces gens-là. Oui, c'est important. Et c'est un travail historique, d'abord, de mise en scène, puisque ça va faire l'objet d'une pièce, j'imagine. Absolument. Mais il y a un travail historique important, alors il faudra en parler. De recherche. Oui, alors déjà sur le titre, hein, Vendémiaire, en fait, cela nous renvoie tout simplement au calendrier républicain. La Révolution française. À la Révolution française. En fait, c'est le vécu, on va dire, de la Révolution française, à partir de chez nous. De la colonie. À partir de la colonie qu'était donc la Guadeloupe à cette époque-là. Et pourquoi Vendémiaire? Tout simplement parce que de ce calendrier républicain, donc tu as parlé là à l'instant de la rébellion qui a eu lieu donc au sein de l'armée. On pourra dire pourquoi ça a lieu. En fait, ça se déroule le 29 Vendémiaire. Oui. Et donc, j'ai choisi directement Une période ce particulière. titre. Oui, bien sûr, c'est un moment particulier de l'histoire de la Guadeloupe. En fait, pour faire le lien avec l'impossible procès, c'est un peu ces moments, on va dire, cruciaux, on va dire, hein, ces pans de l'histoire qui sont importants pour nous, où je suis allé en quelque sorte explorer ces deux moments importants, et il y aurait encore un troisième moment à explorer. En tout cas, bon, je n'ai pas encore le projet, on va dire, totalement défini. On le sent venir, oui, on le sent mais venir. Disons que voilà, il y a déjà des prémices, mais oui, ça constituerait en quelque part un peu comme un triptyque en quelque sorte sur les trois moments forts de l'histoire de ce pays. Alors, et Vendémiaire c'en est un, effectivement. Alors, autre remarque, c'est que les deux Martiniquais les plus guadeloupéanisés sont très présents dans cette œuvre. Hein. Absolument. Je ne dis pas ça parce que Deslauriers est là, mais c'est vrai que, que Delgrès... Alors, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que à cette époque-là, on va dire, il n'y a pas véritablement de distinction entre les colonies. Il y a déjà beaucoup d'échanges entre les îles, et on n'a pas idée de... Il n'y a pas de nationalité particulière à l'époque. Pas du tout. Parce que pour aller plus loin, la compagne de Delgrès, Marthe Rose, Toto, est d'origine sainte-lucienne. Oui, tout à fait. Et Massoto, on ne sait même pas s'il n'est pas de Saint-Thomas ou d'autre part. Massoto prétend, non pas de Saint-Thomas, mais un petit peu plus bas que Sainte-Lucie. Il se revendique des Noirs Caraïbes. Voilà. Donc, ces Noirs qui ont été en quelque sorte expédiés sur l'île de Saint-Vincent. De Saint-Vincent, exactement. Et qui ont donc fait communauté, on va dire, avec les Caraïbes, et ils sont sortis effectivement, ils sont devenus noirs et Caraïbes à la fois. Et d'ailleurs, enfin, tu dois le savoir, on ne sait même pas Massoto ce qu'il est devenu. C'est après 1802, pour moi, ça ne pas. Alors, je pense le traiter de la manière la plus, j'allais dire objective, c'est pas tellement le mot, mais de garder en quelque sorte ce mystère, mais en même temps de rester sur cette éventualité, ces éventualités, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, puisqu'il disparaît au moment
où Ignace fait la traversée entre Petit Canal et le Lamentin. Et comme cette traversée a lieu de nuit, eh ben, ma foi, on ne sait pas véritablement ce qu'il en est advenu. Mais moi, je me suis effectivement interrogé là-dessus, dans la mesure où comment aurait-il pu disparaître seul? Comment aurait-il pu prendre, prendre un canot parmi une dizaine, pas plus, de canots qu'il a pu y avoir, pour, en quelque sorte, fuir ses compagnons de combat juste à ce moment-là? Il y a effectivement quelque chose, il y a une interrogation, il y a un mystère quelque part. Alors, il y a une question que j'ai envie de poser, mais enfin, je connais déjà la réponse. Tu as parlé de Toto. Oui. Et solitude, point d'interrogation. Alors, solitude, non, pas point d'interrogation, de ce que nous rend en quelque sorte l'histoire. Moi, j'ai trouvé 4 lignes, et je ne suis pas le seul c'est la cour. C'est dans la cour que on les retrouve. Oui. Mais attention, l'auteur, et en l'occurrence André Schwarzbart, a toute l'attitude pour pouvoir, en quelque sorte, rassembler tout ce qui a pu exister autour de tel personnage et faire le roman qu'il nous a donné. Et en fait, moi, je traite pas directement de solitude parce que ça avait déjà été fait. D'une part, je l'évoque, mais à travers les personnages féminins et dès le départ, on voit quelque part des solitudes apparaître. Elle s'appelle pas comme ça. Là, je l'ai appelée en l'occurrence la Dame de la Nation. Voilà. Mais solitude aurait pu effectivement s'appeler ainsi aussi, comme Dame de la Nation, parce que elle se désignait comme étant des combattantes, comme étant des défenseurs de la République. Alors je pense que c'est une notion sur laquelle nous devons absolument revenir, nous attarder et comprendre en fait quel a été véritablement l'engagement de ces hommes-là en faveur de la République. Alors, et donc il y a effectivement un certain nombre de pistes, en tout cas de réflexion à mener là-dessus, et je l'ai fait effectivement dans cette instance. Alors je disais en préambule qu'il y a tout un travail historique, parce que tu t'appuies sur plein de documents. Absolument. Non seulement la cour, mais d'abord c'est préfacé par Régent, c'est pas rien. Il y a aussi des textes qui ont été exhumés, entre guillemets. Absolument. Et je pense que c'est un livre, enfin bon, c'est un ouvrage, bon, ce va être une pièce. En fait, bon, moi je fais mon travail de dramaturge, tout simplement, et quelque part, je rejoins, je fais un grand coup d'œil à Guy. On se retrouve avec beaucoup d'années de différence, mais en fait, on a quasiment commencé ensemble, puisque je le lui rappelais tout à l'heure, puisque moi, en fait, ma formation, c'est cinéma et théâtre aussi en même temps. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés depuis le moment où il commençait aussi pareil. Mais en fait, pour ce qui concerne le théâtre, et sur la question précise des sources, eh bien, que l'on écrive un scénario pour le cinéma ou que l'on écrive une pièce pour le théâtre, en fait, notre premier travail, c'est un travail donc de documentation et de recherche. Donc moi, je ne suis pas... Non, c'est en ce sens-là que je dis ça, parce que une pièce comme ça, bon, c'est vrai qu'à l'école, on nous apprenait beaucoup le Cid, Corneille, enfin, etc., etc. Oui. Il faut y apprendre nous ça à l'école aussi. Mais, ah ben, je suis bien heureux de te l'entendre dire, parce qu'en fait, je l'ai fait quelque part dans cette intention-là aussi. Et le travail comment dire, qui pourrait être le parti que l'on pourrait en tirer en termes pédagogiques, j'entends bien continuer à faire ce travail-là. Donc en fait, on en est loin encore en termes d'exploitation. C'est vrai que la plus évidente, ce sera la création de la pièce que j'espère pour le mois de mai 2024. 2024, on est mais trop pas en près. Octobre, pas en octobre. Ah non, ce sera mai, tout simplement parce que le récit va de mai 1801 à mai 1802. Tout à fait. Et octobre 2024, donc Vendémiaire, effectivement, c'est le point crucial. Mais pour arriver à Vendémiaire, il y a eu d'abord en fait l'arrivée de la crosse
en Guadeloupe dans le cadre de son second séjour. Et en réalité, c'est à partir de cette arrivée de la crosse en Guadeloupe que tout va basculer en réalité. Et il y a deux moments forts en réalité. C'est l'arrestation de la crosse par Ignace et ses hommes, donc tu as cité, et surtout le fait qu'il arrive en fait à s'extraire de cette extirpation que voulait Pélage, et qu'il se réfugie d'abord, enfin il tente d'abord d'aller en Martinique, on lui refuse de descendre de son bateau en Martinique, et juste au moment où il s'apprêtait à partir, en fait, il y a les prémices de la paix entre Anglais et Français, c'est la paix d'Amiens qui est signée à ce moment-là. Et il profite de cela pour demander à rejoindre la Dominique. Et en fait, ce que l'on doit savoir, c'est que tout ce qui va se dérouler en Guadeloupe va prendre en fait ses sources à partir de la Dominique. Bien moins que ce que l'on pourrait penser qui viennent en fait de France. Bien entendu, l'autorité c'est là-bas, mais c'est à la Dominique que le sort de la Guadeloupe va en quelque sorte se jouer. Une dernière question. Demain, signature? Demain, je suis en signature effectivement à la librairie générale à Basse-Terre, à Calbassier, à Basse-Terre. Et j'espère avoir évidemment le plus de monde, mais surtout faire quelque chose que j'ai déjà commencé là dans le cadre de la promotion du livre. C'est cette rencontre avec le public. C'est cette partie-là, parce que j'entreprends avec eux de leur faire lire le texte à haute voix, donc de se mettre en quelque sorte en scène déjà. Et en fait, voilà, les gens adhèrent beaucoup plus par rapport au récit. Ils comprennent véritablement les enjeux qu'il y a immédiatement, parce que c'est les scènes d'exposition, en l'occurrence, que je fais jouer. Et immédiatement, il y a une autre approche et un autre regard sur ce texte, évidemment. Alors, voilà. Je veux les enseignants qui nous regardent, médecin en l'école Azote, à partir de 5e, 6e, 4e, 3e, la SODOC, jusqu'en terminale. Alors, moi, le conseil que je peux donner aux enseignants et à toi, c'est de contacter l'association des documentalistes, déjà, voilà, la SODOC, pour que ce livre puisse être dans tous les CDI de la Guadeloupe. D'accord. Merci en tout cas, Guy Deslauriers. Merci aussi l'autre Guy, et puis merci Marie-Laine, merci aussi Camille qui fait son arrivée dans le ZCL. Voilà. On va la recevoir prochainement, et puis Camille est amenée à me remplacer dans la chronique. Donc on va la découvrir prochainement dans la chronique. Alors ce que je peux dire, je termine là-dessus, c'est que je souhaite que cette pièce aboutisse vraiment, on la voit. Et je peux dire, c'est un gros projet, mais je ne le dis pas par prétention, je le dis parce que c'est le récit qui le veut. Je le dis tout simplement parce que je pense que la Guadeloupe mérite d'avoir cette création théâtrale, et que enfin on puisse véritablement parler de cette histoire dans les termes qu'il faut, et non pas avec des raccourcis. Je fais vraiment j'ai fait un gros travail sur, on va dire, le profil des personnages, par rapport évidemment à ce que j'ai trouvé, mais tout simplement parce que c'est ce qu'amène le théâtre, le cinéma aussi bien entendu, mais le théâtre a cet atout que de pouvoir véritablement faire corps en quelque sorte, donner une âme aux personnages, et cela, j'ai vraiment envie qu'on puisse y parvenir. Merci bien. On verra ça, j'espère, puis on te reverra d'ici mai 2024 probablement. J'aurai d'autres rendez-vous, déjà un ce soir à l'hôtel Créole Beach, où on va échanger sur le thème de la création et de l'identité. Donc il y a encore tout plein d'autres rendez-vous où je pourrais faire valoir effectivement tout l'intérêt qu'il y a à faire cette création. Et à voir et à connaître, et aussi l'impossible procès, il ne faut pas l'oublier. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos derniers invités. Je parlais de Corinne Glandor, Bruno Lada et Alain Agama tout de suite. Bien, voilà, c'est le dernier plateau du ZCL, on est en direct de Basse-Terre, puisque on va recevoir des mounes bastés au moins.
Et hier, il y a quelqu'un de Bastère qui me disait que ouais, c'est tout bien qu'à fait dans qu'il a pointé en grande terre. Alors, donc, je lui dis à ce copain de Bastère qu'effectivement, il y a des choses qui se font en Bastère. Madame Glando, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Lada, bonjour. Bonjour. Et monsieur Nagam, bonjour. Alors, on va commencer par monsieur Nagam, parce que monsieur Nagam est venu spécialement aujourd'hui dans le ZCL pour faire une annonce qui concerne la région bastérienne. Alors, Alain, qui pitain ça? Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai constaté qu'on a lancé un appel, une initiative de développement collectif pour une réflexion sur KSSBT, c'est-à-dire Bastère, de Capester à Bouillante. Oui. Il est ressorti, et tout le monde le sait, que les statistiques le prouvent que Bastère est dans une situation économique catastrophique. Quand tu parles de Bastère, tu parles de je la parle ville Non, je parle de la Bastère. De la Bastère. D'accord. Non, la communauté Sud-Bastère. D'accord. On veut effectivement... Et l'initiative qu'on lance aux forces vives, justement, de la Bastère, c'est de sortir de la gestion du quotidien et tracer les perspectives nouvelles de développement. Et quand on dit ça, c'est un projet, comme d'ailleurs on a fait, c'est le même modèle qu'on a fait pour la Guadeloupe, qu'on a présenté au ministre Carinco, redynamiser le territoire à travers des perspectives de projets. D'abord, quand on parle de projet, on parle de projet d'industrie, on parle effectivement du port, on parle de l'aérodrome, on parle aussi de l'agriculture. Parce que quand nous disons, par exemple, l'agriculture en zone de montagne, que personne n'a traité chez nous en Guadeloupe, et depuis des années, aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement Macron a traité la zone de montagne, parce que ça crée le CIDER, c'est-à-dire c'est les sociétés d'investissement et de développement rural, et ça permet d'installer un développement d'un territoire. Donc, et ça, nous avons l'idée de réunir les forces vives pour porter la réflexion, construire ensemble un projet avec des partenaires, que ce soit élus ou non élus, pour sortir effectivement un projet de redynamisation de territoire. Comment ça se met en place, Alain? C'est-à-dire que là, avec le député Califère et bien sûr la mairie de Saint-Claude, on va mettre en place une réunion de concertation et que parce que j'ai reçu beaucoup de réponses à travers et d'amis, des plus jeunes aussi à Bastère, qui sont prêts effectivement à travailler dans cette structure-là, dans cet avenir pour pouvoir construire ça. Donc avec eux, nous allons effectivement lancer les idées, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de présenter l'idée, de recenser les potentiels divers, d'établir le modèle de développement et d'inscrire, parce que bon, je ne détaille pas tout ce qu'il y a dans le modèle de développement, parce qu'on connaît un modèle de développement, et je prenais qu'un exemple, parce que la Guadeloupe a toujours fonctionné aujourd'hui, parce qu'on parle souvent d'équilibre de territoire. L'aquarium, il y a une aquarium départemental, par exemple, je dis bien aquarium départemental, parce que beaucoup de Guadeloupéens ne savent pas que l'aquarium, c'est un aquarium départemental. À Gosier, pourquoi il n'y aurait pas un aquarium départemental à Baïf? Parce qu'on est en zone du Caraïbe. On parle, par exemple, pourquoi il y a une marina gérée par le Grand Port Caraïbe à Pointe-à-Pitre et il n'y a pas une marina gérée à Bastère par le Grand Port Maritime. Donc, c'est toutes ces idées-là où on va réfléchir ensemble pour construire effectivement une politique. Quand on voit que l'État a fui Bastère, l'ADL, la diète, ou la dite aujourd'hui, tous les supports, la CGSS, la CAF, Chambre régionale des comptes, France Télécom, l'IEDOM et aussi l'INSEE, qui ont laissé des bâtiments qui ont 10 années à peu près, des bâtiments neufs, sur place pour aller se rassembler à Dotémar. Et justement, et je le dis parce que j'ai l'impression, si on avait peut-être eu encore le préfet Guistin, peut-être même que la préfecture, que Bastère serait aujourd'hui... C'était dans l'air, je lui avais posé Bastère serait une sous-préfecture aujourd'hui. Oui. Donc c'est tout cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, que c'est très important pour que Bastériens de Capester, je dis bien, à Bouillante, puisque nous puissions réfléchir. Parce que nous-mêmes, et pour lancer tout ça, parce qu'il va falloir, quand nous allons finir de travailler, de construire le projet, il va falloir lancer les perspectives de développement dans la coopération avec nos voisins, parce que vous savez bien que
si on parle de développement touristique, surtout en termes de bateaux de croisière, pourquoi Toile, MSC, Costa, ils viennent tous deux à Pointe-à-Pitre, où il faut draguer quotidiennement le passage pour qu'il puisse passer. Or, Basse-Terre est naturel. Pourquoi c'est des compagnies la politique n'est pas menée pour qu'ils puissent eux aussi. Donc, c'est cette politique qu'il faut tracer et qu'il faudrait construire. Et là, nous avons construit cette politique de dynamisation du territoire de façon effectivement à donner. Parce que je suis fatigué qu'on parle de chez nous, le Basse-Terre, qu'il n'y a pas doublé 80 millions, pas ni de l'eau, etc. Donc, c'est de cela qu'on va parler et que, bien entendu, ça va se passer quand, effectivement, on aura la salle choisie par la mairie de Saint-Claude. Alors, ça tombe bien puisque nous avons des représentants de commerçants à Basse-Terre, Madame Glando qui est déjà venue avec nous, Monsieur Lada. Alors, vous avez des projets aussi sous Basse-Terre pour vos deux associations. Quoi de neuf, j'ai envie de dire, Madame Glando? Alors, quoi de neuf? Eh bien, on a pas mal de projets pour 2023. Déjà, comme la dernière fois, je vous ai annoncé le fait que les deux associations se réunissent pour pouvoir redynamiser la ville, mais surtout, il faut que je précise, l'association, le club entrepreneur Carl Baudot, c'est un club entrepreneur qui regroupe des chefs d'entreprise du Sud Basse-Terre, de Capesterre à Bouillante. Donc, ce club entrepreneur Carl Baudot, je suis la présidente, mais je suis aussi la présidente d'une fédération qui regroupe des associations d'acteurs économiques de Capesterre à Bouillante. Donc, on est sensibilisé par la problématique qu'a soulevée M. Nagam. Donc, on est des jeunes associations, on se met ensemble pour réfléchir et pour pouvoir mettre en place certaines choses. Nous, on est toujours autour des très petites entreprises. Donc, Carl Baudot est composé d'une centaine d'adhérents à jour de cotisation. Et nous, on est autour d'une manifestation qui s'appelle la Nuit du Shopping. Les Nuits du Shopping, parce que ça se fait sur 2-3 jours. C'est une manifestation économique, c'est une manifestation culturelle, c'est une manifestation, je dirais, qui porte l'information aux enfants aussi. Et comment c'est quand cette Nuit du Shopping? Alors, les Nuits du Shopping, c'est en fin du mois de novembre, chaque année. Donc, on a commencé ça depuis 2014. Parce qu'on parle de développement économique, il faut dire que Basse-Terre et le Sud Basse-Terre, on connaît tous la problématique, on va revenir dessus, on ne va pas faire l'histoire. Donc nous, on met les choses, on positionne des manifestations à notre niveau de manière à pouvoir petit à petit aller en crescendo. Donc on a pérennisé cette manifestation qui est les Nuits Shopping, donc depuis 2014. Donc sous le plan économique, qu'est-ce qu'on met en place? Eh bien, on permet aux très petites entreprises de présenter leur collection, de présenter tout ce qu'ils vont avoir dans leur structure pour la fin d'année et inciter la population à venir faire leurs achats chez nous en fin d'année. Donc ça, c'est de l'économie. Voilà. On met en place aussi des actions culturelles parce qu'on peut pas, il faut connaître sa culture, il faut connaître son environnement, il faut connaître où on vit pour bien s'implanter dans l'espace. Et on met aussi des animations éducatives avec les écoles. Parce qu'on prend ça à la base, on éduque les enfants autour d'un thème, on leur porte de l'information. Donc, c'est un petit peu le rôle de Carl Baudot. Et Carl Baudot est très apprécié à Basse-Terre, dans le Sud Basse-Terre, et je dirais même dans toute la Guadeloupe. Parce que lors de ces manifestations, on a du monde de partout qui viennent et qui apprécient. Et c'est vrai que depuis quelque temps, les gens étaient un petit peu inquiets pour savoir si cette manifestation va durer. On est venu surtout pour rassurer toute la population, pour leur dire que Carl Baudot va exister encore. Les Nuits du Shopping vont être présents cette année. Déjà, le projet, il est déjà bouclé. Donc maintenant, on met en place tout ce qu'il faut pour le mettre en place sur le terrain. Et on va encore faire plus autour de l'économie. Monsieur Lada, justement, l'USBT, alors, oui. Comment vous, l'USBT, l'USBT c'est le football, l'USBT, alors comment vous allez vous mettre en lionnage, enfin le lionnage exige jamais, comment vous allez vous mettre sur le terrain avec l'association Madame Mando? Déjà, moi, je viens en tant que président de l'UCBT et je viens aussi en tant que Basse-Terrien. Oui. Et il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je suis vraiment fatigué d'entendre qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas de... Basse-Terre se meurt, Basse-Terre... En fait, à force d'écouter les gens, des fois, moi, je pense aux jeunes qui ont envie de, justement, travailler, qui ont des forces de vivre, qui ont envie... Quand ils entendent ce genre de choses, c'est décourageant.
D'accord? Moi, je dis souvent qu'il faut effectivement rencontrer des difficultés. Effectivement, on rencontre des... D'ailleurs, en fait, comme partout, hein, d'accord? Est-ce qu'il faut s'arrêter sur les points négatifs uniquement ou est-ce qu'il faut justement trouver des solutions pour qu'on puisse avancer et donner envie justement aux jeunes d'investir à Basse-Terre? Parce que quand on regarde autour de nous, on dit Basse-Terre se meurt. J'aurais bien aimé qu'on trouve un local commercial à Basse-Terre. La quantité de personnes qui nous demandent justement pour pouvoir venir investir à Basse-Terre, quand on entend ce genre de choses, c'est décourageant. Mais je peux vous dire même que quand on arrive à 8h à Basse-Terre, pas de moyen garé encore. Tout à fait, vous avez très bien. Donc voilà. Une réaction par rapport à ce que dit M. Nagam. Alors, une réaction, alors c'est une très bonne chose et on a eu un petit peu avant une petite discussion. Donc, c'est bien de mettre tout ça en place, mais ensuite, il faut quand même informer. Informer pour qu'on puisse justement travailler ensemble, d'accord, et diriger nos petites entreprises pour savoir qu'il y a des solutions. Parce qu'aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est faire face à des problématiques. Donc, il faut effectivement, on rencontre des problématiques, il faut qu'on amène des solutions, qu'on trouve des solutions. D'accord? Et on en a discuté avec M. Nagam, c'est qu'il puisse nous donner les informations qu'on puisse transmettre, tout simplement. Non, donc, c'est quand il y a son lionnage. Donc, si vous travaillez en amont et qu'on n'a pas les informations, on ne pourra pas les diffuser. Non, c'est pas pareil. Nagam? C'est pas pareil. Accompagner les entreprises, c'est ce que nous faisons au quotidien avec nos consultants experts. Et ça, mais quand moi, en tant que bastérien, en tant que président d'organisation, en tant qu'économiste, je parle de redynamisation de territoire, je ne parle pas d'accompagnement, je parle de construction. Et l'information, automatiquement, l'information va être diffusée pour réunir les forces vives qui participeront à la construction. Ensuite, c'est un travail de terrain, c'est un travail de rencontre, c'est un travail d'échange pour pouvoir élaborer le projet Basse-Terre. Donc, il s'agit de, parce que dans ça, il faut rencontrer les universitaires, il faut rencontrer les chefs d'entreprise, bien sûr, il faut rencontrer les élus, il faut rencontrer l'État, il faut rencontrer un certain nombre de personnes, ressources, des économistes en capacité, bien entendu, de produire ce projet Basse-Terre. Et cela, c'est un projet qui contient en son interne, effectivement, le sujet du développement. Ensuite, oui, il va falloir accompagner les entreprises, les chefs d'entreprise à bénéficier de prêts bancaires ou bien de construire leur projet, le projet business plan, business model, le projet de la réalité même d'une entreprise. Mais ce que nous proposons là n'a quelque part ne veut pas dire rien à voir avec l'entreprise, parce que l'entreprise est un corps constitué d'un projet de redynamisation. Mais simplement, c'est pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, il s'agit de personnes ressources en capacité de construire un plan, un projet de développement. C'est différent. Donc, en fait, je suis content et je remercie Canal 10 d'avoir pu rencontrer M. Nagam et qu'il puisse nous transmettre les informations. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez déjà mis des choses en place? Non, on va mettre en place. Vous êtes en plein. Donc, en plein bouillonnement, donc c'est très bien. Donc, la seule chose que moi, je veux vous sensibiliser, c'est qu'il faut quand même informer les forces vives qui sont à côté de vous, d'accord, pour qu'on puisse justement pouvoir diffuser, d'accord, le projet, d'accord, mettre en place certaines choses. Vous allez participer au projet. Écoutez, l'information sera lancée. D'accord. Parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Okay, là, la principale chose à faire était de demander l'autorisation à Madame le maire de Saint-Claude pour avoir la salle de réunion. D'accord. Une fois qu'on aura le jour qu'elle aura mis à disposition cette salle, puisqu'il faut une salle, il faut un jour, il faut une heure. Et là, nous allons inviter toutes les forces vives de la région à vouloir participer et contribuer à la mise en place de ce groupement de travail. Et c'est là qu'on va présenter d'ailleurs l'idée que nous avons, que moi j'ai en tant que jeune. Parce que, et quand j'ai lancé le message, je l'ai lancé le dimanche. Je prenais l'avion le soir, je revenais de chez ma mère et j'ai dit merde, je ne veux pas concevoir ça, je ne veux pas avoir. Parce que Basse-Terre a du potentiel. Merci. Un énorme potentiel. Merci. Oui, madame, je voulais juste intervenir et je voulais juste m'adresser à M. Nagam pour lui dire, j'entends depuis quelque temps, il n'y a pas que vous, il y a beaucoup
de personnes qui parlent de projets pour la Guadeloupe. Là, vous venez avec un projet pour développer le Sud Basse-Terre. Moi, la seule chose que je souhaite, et M. Nagam, parce que je vous connais depuis des années, je souhaite que ce projet aboutisse. Parce qu'il y a eu beaucoup de projets autour de Basse-Terre, du Sud Basse-Terre, pour dire qu'on va faire parce que Basse-Terre est mort, et on n'a pas vu ces projets-là prendre naissance. On ne les a pas vus. Non, je ne vous parle pas de vous. Non, mais vous permettez. Vous permettez, M. Nagam, vous permettez. Juste une chose pour vous dire, la seule chose que je souhaite, c'est que ce projet que vous allez mettre en place va aboutir. Parce que nous, très petites entreprises, on fait comme on peut déjà et ça marche. D'accord? Donc, si je vous écoute bien, vous avez un projet d'ampleur pour le Sud Basse-Terre et la seule chose que je souhaite... Non, mais c'est d'ampleur quand même. Voilà, vous avez parlé d'ampleur, de ceci, enfin, vous avez dit pas mal de choses. Donc, je souhaite que ce projet aboutisse parce que depuis quelque temps, on entend parler de mise en place de projets, de consulter les gens, de poser des questions, de demander leur avis et tout ce que je souhaite, parce que moi, je suis dans cette dynamique au niveau de mon association. Permettez, je suis dans cette dynamique au niveau de mon association, c'est que Basse-Terre et le Sud Basse-Terre soient redynamisés. Et tout ce que je vous souhaite, M. Nagam, c'est que le projet, ce que vous venez de parler, que ça aboutisse. Parce qu'on en a tellement entendu que même moi, enfin, je ne dirais pas que ce n'est pas un bon projet, je trouve ça très bien, mais vraiment, je vous félicite, mais je souhaite que ça se mette en place. Parce qu'on en a tellement entendu et rien n'a été fait. Ça va se mettre en place avec les forces vives de Basse-Terre. On va arrêter là. Il faut que les forces vives de Basse-Terre... vous participez au projet de toute manière. Bien sûr, dès qu'on m'invite, je serai là. Dès qu'on nous invite, on sera là. On est des forces vives. Je peux déjà vous dire qu'on fera ici, à l'occasion, un débat sur comment développer Basse-Terre quand le projet sera sorti du cerveau de monsieur... non, de tout le monde. De tout le monde. D'autant plus, monsieur Zandrounis, je suis présidente d'une fédération qu'on a montée pendant le Covid. On a regroupé un certain nombre de présidents d'associations d'acteurs économiques de Cap-Esther à Bouillon. Donc, il y a un besoin vraiment pour le Sud. Et je souhaite que M. Nagam va m'inviter et qu'on va participer et on mettra en place. Et que ce qu'on va dire... Eh bien, ça va prendre naissance. C'est tout ce que je souhaite. Bien, on s'arrête là. Aujourd'hui, exceptionnellement, un dernier sujet, le sujet sur la CCI. On a le temps parce que c'était aujourd'hui l'ouverture, la conférence de presse annuelle de la CCI pas de la CCI, de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, de Paul Caraïbe, effectivement, puisqu'il y a eu on peut le dire, depuis le Covid, l'aéroport était en berne. Maintenant, ça a redémarré, comme dit M. Bièvre, ils sont redevenus millionnaires, puisque maintenant, ils ont dépassé le cap des 2 millions et ils visent le cap des 3 millions de voyageurs, de passagers sous Paul Caraïbe. C'est dire que cet aéroport va se développer. Et on a pensé que Tabasif que développer aussi. On regarde tout de suite au reportage. C'était ce matin, on était à Paul Caraïbe et c'est parti. Alors 2022 est une année extraordinaire après 2 années de crise, parce que c'est la première année où le trafic repart à la hausse. On est arrivé à presque 85% du trafic de 2019. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Après 2 années où rien ne se passait à Paul Caraïbe, on avait un trafic divisé par 2. Donc ça, pour nous, 2022, c'est un vrai tournant après 2 années de crise. Et ce tournant-là nous permet de nouveau de nous orienter vers l'avenir, de travailler donc sur des plans stratégiques, et notamment notre nouveau plan stratégique qui a été adopté en septembre par les actionnaires et qui s'appelle CAP 2028 et qui est une vraie vision aujourd'hui qu'on souhaite partager donc avec tous les politiques, avec tous les Guadeloupéens, une vision donc pour l'aéroport, mais aussi pour la Guadeloupe. L'ambition de CAP 2028, c'est effectivement qu'on prépare les installations à pouvoir recevoir à terme 3 millions de passagers en capacité, puisqu'on a atteint le seuil capacitif de 2,5 millions en 2019. Et donc ce seuil capacitif, de nouveau, en 2024, on y sera. Et si on veut que l'aéroport ne soit pas un frein au développement économique, mais l'accompagne, il faut effectivement qu'on donne plus de capacité à Paul Caraïbe, d'autant plus que d'autres aéroports se sont engagés dans des investissements de cette nature, notamment Fort-de-France, qui va avoir 500 000 passagers de capacité supplémentaire fin 2023. Vous avez aussi la Réunion, qui a engagé un beau projet, Saint-Martin, qui va entièrement se reconstruire, et la Dominique, qui a un projet d'aéroport international. Donc il faut que la Guadeloupe aussi, une fois que ce seuil de 2,5 millions sera atteint, il faut qu'on pousse les murs, il faut qu'on soit capable d'accueillir de nouvelles compagnies, parce que si on ne peut pas, elles iront ailleurs. Et c'est important justement de pouvoir donner cette capacité, parce qu'effectivement le tourisme est très porteur de développement économique et d'emploi. Il ne faut pas que l'aéroport prive la Guadeloupe de ce développement-là.
Voilà, bien c'est fini pour aujourd'hui. Le débat n'est pas fermé. Je rappelle qu'on a reçu M. Luc Jean-Marie et qui nous a annoncé que 2023 va être l'année du fruit à pain, avec tout ce que ça développe au niveau de l'agriculture, au niveau de la transformation, au niveau des emplois aussi. Et c'est très important. Dès ce soir, il y aura un séminaire où il y aura un certain nombre de choses qui vont être dites et les fruits à pain, nous comment manger plus fruits à pain. Ça, Marilène Ferdi a reçu M. Guy Deslauriers, cinéaste qui est invité d'honneur du FEMI. Guy Lafarge est venu présenter son ouvrage Vendémiaire sur l'histoire de 1801. Et on a reçu Madame Glandor pour la deuxième fois. Ce ne sera pas jamais 203, elle sera sûrement avec nous un petit jour encore. Président du Club Entrepreneur Car Bordeaux et Bruno Lada, président de l'UCBT, pas l'USBT, l'UCBT, l'Union des commerçants de Basse-Terre. Et bien sûr, Alain Nagam, on a tenu à ce qu'il soit là aujourd'hui. C'est le président de la Fédération des très petites entreprises. Et il a un projet qu'il porte qui sera en co-construction avec le maire de Saint-Claude, avec les Bastériens, tous les maires, d'une manière générale. Et mais on ne fait pas de Madame politique. Glandor, en espérant qu'au projet là, ça, il est arrivé à bout. C'est ça qu'on va souhaiter Bastère. En tant que Bastère, c'est ça qu'on va souhaiter pour Bastère aussi, parce qu'effectivement, j'ai l'eau parole, l'eau déjà dit, et concrètement, nous allons souhaiter ça. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous prochainement. Je vais dire qu'on fera un débat sur cette question, sur la question du développement de Bastère. Quelles solutions? Et on vous invitera vous aussi, vous aussi et d'autres personnes. Et en ce qui concerne l'information, nous sommes allés ce matin à Goyave pour une discussion de produits bio. C'est Charlita Gognac qui s'est rendu sur place et puis on a fait un petit focus rapidement sur la conférence de presse de l'aéroport. Et je dis que l'aéroport prévoit de Paul Caraïbe 2000 en 20 ans. 3 millions de passagers créés, 6500 emplois pour la Guadeloupe, donc 480 uniquement pour l'aéroport. Donc, c'est dire qu'il y a on peut le dire comme ça, qu'il y a des volontés de développement de ce côté-là, mais il faut une des côtés pour rééquilibrer un petit peu le territoire. Voilà, on finit aujourd'hui, il est 14h02, la réalisation est assurée par Yann, avec son assistante Njoana, et nous on vous retrouve lundi. Bon week-end sur la route, surtout faites attention, pas rouler trop vite, et attention aux autres, parce que pour la Guadeloupe développer, nous sommes vivants. À plus tard, à demain.